C'est un triste record, 49 personnes tuées dans des règlements de compte à Marseille en 2023. Selon le journaliste police-justice à la Provence, Denis Trocero, c'est du jamais vu en une année civile. Comment la cité phocéenne a-t-elle pu sombrer dans un tel degré de violence? Nous allons tenter de comprendre les raisons de cette effusion de sang liée au trafic de drogue avec vous, Denis Trocero. Donc bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Votre livre a pour titre Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité phocéenne, Mareuil Édition. Tiens, peut-être d'ailleurs, je ne l'avais pas vu. Pourquoi Notre-Dame de la Garde en une? L'un des symboles de Marseille. Exactement, c'est parce que c'est l'un des symboles de Marseille. Il y a peut-être aussi une part de religiosité ou de sacré. Peut-être Marseille essaie de trouver notre éditeur a voulu trouver peut-être la piste du sacré pour essayer de résoudre ces problèmes de crime organisé à Marseille. Donc je trouvais que l'image était, et puis elle est très emblématique de la vie phocéenne aussi, parce que tous les Marseillais y vont, que la basilique est peuplée d'ex-voto, de gens qui ont remercié la bonne mère parce qu'ils ont estimé qu'un jour elle a sauvé tel pêcheur ou tel navigateur. Donc il y a une forte symbolique liée à la basilique. Ouais. Autre symbolique d'ailleurs, vous le dites dans votre livre, comme si la figure de l'homme tué, immortalisé dans la grotte Cosquer, dans la calanque de la Triperie, planait au-dessus de la ville, tel un funeste présage. Comment expliquer cette violence qui ne date pas d'hier? Elle est depuis plus d'un siècle, cette violence à Marseille. Comment vous l'expliquez? Exactement. L'image de la grotte Cosquer, c'était plus pour le clin d'œil, mais c'est vrai que c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on voit l'empreinte de ce qu'on appelle l'homme tué, c'est-à-dire il y a 27 000 ans. Donc j'ai voulu reprendre cette image-là. À Marseille, depuis plus d'un siècle, qu'on remonte à Carbone et Spirito, ou qu'on descende un peu plus vers nous après la guerre avec les frères Barthélemy et Antoine Guérini, puis la fameuse tuerie du bar de téléphone avec ces 10 morts qui va dépasser au plan mondial ce qu'on appelait à l'époque la tuerie de la Saint-Valentin du 14 février 1929 qui avait fait 7 morts aux États-Unis. Marseille a souvent montré tristement l'exemple de cette délinquance violente. À l'instar d'autres villes portuaires méditerranéennes, parce qu'en fait on se dit que c'est un port donc ouvert sur le monde et forcément il n'y a pas que des produits licites qui entrent et souvent ils sont très lucratifs, ils rapportent beaucoup. Oui, tout à fait, c'est ça. Marseille est un port, donc, mais peut-être différemment du Havre, vous voyez, de Cherbourg ou d'autres, plus proche de Naples, peut-être. Bordeaux, plus proche de Naples, parce que ce côté sudiste. Mais il faut pas oublier que Marseille, avec la French Connection, a été aussi l'épicentre de la drogue. À l'époque, on ne parlait pas de cannabis ou de cocaïne, mais on parlait d'héroïne avec cette morphine base qui arrivait de Turquie par les bateaux et qui ensuite était raffinée par les fameux chimistes dont on a tant parlé, les Joe Cesari, les André Bousquet, etc. La marchandise partant pour les Amériques et qui anéantissait la jeunesse américaine jusqu'à ce que la Drug Enforcement Administration, la brigade des stupes américaine, passe un deal, si je peux me permettre, avec la France pour en finir avec ces réseaux. 21 octobre 1981, le juge Pierre Michel, incarné d'ailleurs au cinéma par Jean Dujardin, tombe sous les balles de la mafia marseillaise. Il n'avait que 37 ans, à peine 38. Et vous citez d'ailleurs le maire de Marseille, Gaston Defer, qui, dites-vous, n'a pas eu de nez, je vous lis, lui qui croyait bon d'asséner en 1978 après l'assassinat du juge François Renaud à Lyon. Je tiens à rappeler que Marseille, depuis de nombreuses années, n'est plus la capitale du crime en France. On ne tue pas de magistrats à Marseille. On est en 1978, 3 ans plus tard à peine. Un juge est assassiné à Marseille. C'est un événement qui est tout sauf anodin. Un magistrat. Ouais, c'était effectivement la deuxième fois depuis la Ve République, depuis la Libération, qu'un magistrat a été abattu. Le juge Renaud, c'est en 75 à Lyon, l'affaire n'a jamais été résolue. Et là, Pierre Michel avait la réputation d'être dur avec les voyous parce qu'il était passionné de ce qu'il faisait. Il en voulait à un certain nombre de trafiquants de drogue qui, justement, à la fin de la French Connection, allaient s'approvisionner et entretenaient des réseaux avec la Sicile. Donc il va démanteler en 1980 ce qu'on a appelé la French Sicilian Connection. Puis en 81, en juillet 81, il y aura le laboratoire de Saint-Maximin. Le juge Michel, il était prêt à tout, entre guillemets, mais en toute légalité, pour faire parler ceux qui étaient à la tête de ces réseaux, parce qu'il avait côtoyé, il avait des exemples de jeunes Marseillais qui étaient morts d'overdose, et ça lui arrachait le cœur. Ouais. Et il leur en voulait, il leur disait, vous vendez de la mort, est-ce que vous prenez la mesure de vos responsabilités?
Et là, vous parlez évidemment de réseaux, de victimes aussi de la drogue, qui consomment ces drogues. Un fait tout de même qui est nouveau, ce qui est frappant, c'est l'âge des victimes, mais aussi l'âge des tireurs, de ceux qui arrivent et qui tirent parfois à l'aveugle. Complètement. C'est une des données qui ont été constatées par le parquet de Marseille dans leur analyse du crime organisé, notamment des réseaux de stupes à Marseille. Pour vous donner un exemple, la proportion des 14-21 ans sur les mises en examen, c'est-à-dire ceux qui sont impliqués dans les réseaux marseillais, ça représente quasiment 70%. 70%, c'est-à-dire presque deux personnes sur trois qui sont mises en cause. Mais ce sont des petites mains, ce ne sont pas les teneurs de réseau. Ça peut être des têtes de réseau, mais ils sont rares. Mais la plupart du temps, effectivement, ce sont des jeunes, des guetteurs qui sont rémunérés 100 € la journée, qui viennent parfois à ce que l'ancienne procureure de Marseille appelait les jobbers, qui sont capables de faire 600 bornes, 800 bornes, de venir de Strasbourg, de Grenoble, de Metz. Là, il y a des saisonniers l'été à Marseille. Ce sont presque des saisonniers du crime. Donc, ce qu'ils ne savent pas, c'est que, au prétexte de vouloir gagner 3 sous parce qu'ils n'ont pas d'avenir professionnel, parce que la plupart de ces jeunes sont sans repère ni boussole. Ils sont désœuvrés, oui. Ouais, ils vont rentrer dans ces réseaux, ils vont proposer leurs services, mais sous des prétextes qui sont souvent fallacieux. On va leur dire tu as trompé le réseau, tu as détourné des stupes, et donc tu dois une dette de 15 000, de 20 000 €, et certains d'entre eux vont être mis à l'amende, comme on dit, vont être parfois séquestrés dans des caves. C'est pour ça que la justice marseillaise réfléchit actuellement sur le fait d'une une nouvelle qualification qui pourrait être celle de traite des êtres humains, parce que certains sont torturés dans les caves. C'est dire, quand on commence à changer le vocabulaire, il y a celui-ci, il y a aussi, vous, à la Provence, je cite bien votre journal, La Provence, vous dites que le terme de règlement de compte est défini par le profil des victimes, le mobile, le mode opératoire, en fonction de savoir si la victime elle a un casier judiciaire ou pas. La procureure de Marseille, désormais, elle parle de narcomicide. Alors, c'est l'ancienne procureure de Marseille, puisqu'il y a eu un changement très récent. C'est elle qui a baptisé ces nouveaux faits de narcomicide, au prétexte qu'on voudrait faire une différence avec les règlements de seconde, c'est-à-dire simplement des homicides sur fond de trafic de stupes. Ce qui n'est pas inexact sur le fond, mais qui pose quand même question sur... moi, je me suis toujours interrogé, quand on change les mots, c'est que souvent on veut changer les choses. Regardez aujourd'hui, quand on parle d'homicide involontaire pour les accidents de la route, on va en faire des homicides routiers. Les mots ont souvent un sens. Ouais. C'est vrai que le règlement de compte disait bien ce qu'il disait avant, mais on est toujours aujourd'hui sur des règlements de compte. L'exemple d'une des cités les plus emblématiques de Marseille, la cité La Paternelle, l'a montré. C'est un règlement. Tout part d'un règlement de compte entre deux bandes rivales qui sont prêtes à tout, y compris à aller se tuer en Espagne du côté de Tarragone, à 600 km de là. Et ça représente, sur les 49 homicides de l'année 2023, les homicides entre ces deux équipes qui sont baptisées DZ Mafia et Yoda, ça représente 63% des morts. DZ Mafia, le DZ d'Algérie. Exactement. Et l'autre nom ? Yoda, tel le héros invincible de la guerre des étoiles. Voilà. Est-ce que vous, dans la Provence, vous pouvez écrire que le milieu corse a été remplacé par le milieu, entre guillemets, avec toutes les pincettes qu'il faut prendre, maghrébin, entre guillemets ? Alors, pour partie, mais c'est plus complexe que ça, en fait. C'est vrai que les corsos marseillais, les bandits à l'ancienne, ce que j'évoque dans le livre Règlement de compte à Marseille, les anciennes figures, les vieux caïds de Marseille, les Francis le Belge, les Jackie Imbert, les Tani Zampa, mais ensuite il y a eu pas mal de bandes de Corses qui sont venus s'installer à Marseille, ont été remplacés par ces nouveaux bandits qu'on qualifie de narco-bandits, mais parfois au hasard de certaines équipes qui sont souvent des équipes à tiroir, pour pas se faire pincer, pour pas se faire arrêter, on va intégrer tel ou tel élément parce que celui-là a la réputation. Il y a même des jeunes qui se sont spécialisés dans ce sont des flingueurs, hein, ce sont quelque part les tontons flingueurs modernes. Il y en a un qui est Mathéo, qui est à peine majeur et qui a mis en examen dans 6 homicides sur la ville de Marseille. Est-ce qu'il y a une fascination pour la violence ? La question peut déranger. Sur Marseille ? Ouais. Oui, mais je pense que c'est lié à l'historique de Marseille et je pense que les policiers, les magistrats quand ils viennent travailler à Marseille, ils sont pas dupes de tout ça. Il y a un procureur qui avait une célèbre formule que j'aime beaucoup, que je cite dans le livre, qui disait à un de ces jeunes substituts qui venait d'arriver, tiens, il s'est rien passé ce matin ni cet après-midi, et ce magistrat avait coutume de dire, méfiez-vous, quand il s'est rien passé le matin ni l'après-midi, c'est que la nuit va être très compliquée. À Marseille, il faut
faut savoir se préserver. Ça en disait long sur le phénomène. Ouais, sur la situation à Marseille. Il faut dire aussi, quand on lit votre livre, que les politiques à Marseille et les hommes d'affaires n'ont pas donné l'exemple. Non, alors j'évoque... Au-delà j'ai porté un regard critique sur une trentaine d'années sur le rôle des procureurs. Certains étaient parfaitement dans le casting sur la justice. D'autres, par une méconnaissance ou par le fait du hasard, ont été moins bons à Marseille. Pareil pour les préfets de police, dont certains sont partis rapidement parce qu'ils ont tenu... On est en pleine politique parfois. Quand un préfet de police dit sur Marseille, je ne suis ni le sauveur ni Jésus-Christ, il ne reste pas longtemps parce que ça déplaît forcément à son ministre de l'Intérieur. En tout cas, ce qu'on peut dire sur Marseille, c'est que la stratégie, ce que j'ai appelé la stratégie de l'homme providentiel, ne fonctionne pas. Et que... Vous parlez du maire. Je parle du maire, je parle des procureurs, je parle du préfet de police, celui qui veut arriver et qui, avec des gros moyens... Et du ministre de l'Intérieur, parce que là, on dit qu'effectivement aussi, cette augmentation du nombre de meurtres, de règlements de compte, elle est liée à la pression exercée sur les points de deal. On parle de pilonnage. La paternelle que vous avez citée d'ailleurs, le gouvernement se targue que les points de deal ont chuté de 40% à Marseille, et donc dans cette cité, la paternelle, qui était l'une des plus dures en matière de trafic de drogue, que ça s'est amélioré. Comment jugez-vous la politique du gouvernement ? Je trouve que le pilonnage, c'est bien, sauf qu'on focalise sur la paternelle qui, certes, les policiers ont fait disparaître les 4 points de deal, mais ça ne veut pas dire que les points de deal ne vont pas se recréer dans une cité voisine ou autre. Ça génère combien un point de deal par jour ? Un point de deal, à Marseille. Un point de deal, il faut savoir que, par exemple, un point de deal à la paternelle jusqu'à la résolution de ces soucis-là, ou à la Castellane, qui était la fameuse cité où est né Zinedine Zidane, c'était parfois jusqu'à 80 000 euros de chiffre d'affaires par jour. Donc, une tête de réseau à Marseille peut gagner jusqu'à 150 000 euros par mois. Vous imaginez, pour des jeunes qui n'ont pas d'avenir, pas de métier, le regard qu'ils peuvent porter sur ça. Donc, c'est parfois terrible. Et vous proposez quoi, puisque votre livre se termine par 20 propositions, on ne va pas toutes les décliner, mais vraiment, si vous deviez nous en donner une forte ce soir, Alors la plus forte que je propose, qui va peut-être faire bondir certains, c'est la criminalisation du trafic de drogue, parce que je considère que si on veut se donner les moyens de lutter, c'est un vrai débat de société, la lutte contre le trafic de drogue, il faut se donner vraiment les moyens. De la consommation ou du... Non, du trafic, pardon. Je pense que c'est déjà criminel. C'est déjà criminel, mais très partiellement. Ce n'est qualifié de crime que pour les importations en bande organisée. Autant dire que devant la cour d'assises des Bouches-du-Rhône, il y a tout au plus une affaire par an qui est jugée. Donc on est loin de cette résolution. On risque rien, quoi, si on se lance dans le trafic de drogue. Exactement, on risque rien. Et donc, voilà. Après, j'évoque la réinstallation d'un certain nombre de commissariats dans les cités, le retour des services publics, le renforcement. Je propose la création d'une agence des ports européens qui vient d'être proposée d'ailleurs au niveau européen, parce que seulement 4% des ports européens sont équipés de systèmes sophistiqués qui permettent de tester les containers et de voir s'il y a de la cocaïne ou du cannabis. Et je mets en parallèle tout ça avec ce qui avait été résolu dans les années 70-71, quand le ministre de l'Intérieur, Raymond Marcellin, avait décidé avec les Américains de mettre un terme au trafic de drogue international en mettant un terme au labo marseillais. On est sur un régime de fonctionnement qui aujourd'hui est un peu différent, mais ça a marché parce qu'il y a eu une coopération internationale. Une petite minute, les policiers marseillais ont-ils les moyens à la hauteur de la mission qu'on leur confie ? Il faut qu'on leur donne les moyens. Je pense qu'ils ne sont pas assez nombreux. Je pense que la réforme de la police nationale qui a été mise en place il y a quelques mois, en octobre 2022, mais qui est rentrée en vigueur en janvier, n'est pas à la mesure des choses. Les policiers s'en sont indignés. Monsieur Éric Arella, qui était le patron de la PJ de Marseille, qui était un homme emblématique et très charismatique, a dit que c'était pas une bonne chose. Il y a même d'anciens patrons de la PJ, tels que Gérard Aguilpin, qui s'étaient mobilisés, ou le procureur général de Versailles, qui avait dit publiquement que la réforme était 4 fois mauvaise. La loi est passée. On espère que le gouvernement prendra la mesure des choses. Et c'est tout ce que l'on souhaite pour Marseille, cette belle ville du bassin méditerranéen. Merci Denis Trocero d'avoir répondu à nos questions. Règlement de compte à Marseille, une histoire de la violence dans la cité phocéenne. C'est chez Mareuil Éditions. Merci à vous. Merci.